Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la sortie exclusive de Blue Beetle, le dernier film de super-héros en date, cette fois attribuable à DC, donc qui nous a donné déjà The Flash cette année. Alors, concernant mes attentes, puisque j'aime bien toujours parler des attentes avant de visionner un film, puisque c'est rare d'y aller sans avoir aucune attente ou aucune idée de ce qu'on va voir sur l'écran. Alors tout simplement, je n'en avais pas vraiment. Je ne connaissais pas ce personnage de DC et je ne souhaitais pas particulièrement le voir adapté sur grand écran, donc je n'avais pas d'attente concernant le comics lui-même. Concernant le principe de base, je pense qu'un homme scarabée sur papier peut paraître un peu étonnant, mais quand on connaît Spider-Man, Ant-Man et tous les man du monde, je pense que maintenant plus rien ne peut nous surprendre en ce qui concerne la forme que va revêtir les super-héros, même si c'est vrai qu'a priori un homme scarabée ce n'est pas ce qui va le plus hyper le spectateur. Néanmoins donc ça fait un petit temps maintenant que je n'ai pas vu de film de super-héros. Oui, je sais, The Flash dont je viens de parler est sorti il n'y a pas longtemps, mais pour diverses raisons et en particulier les critiques qui n'ont pas été excellentes, j'ai eu la flemme d'y aller tout simplement. Je suis un peu lassée en ce moment de films de super-héros. Il faut dire que j'en ai beaucoup consommé pendant un certain temps, donc il est normal que maintenant je me mette un peu à la diète concernant les films de super-héros. Alors embrayons tout de suite avec le résumé de Blue Beetle. Donc, pour faire simple, le résumé officiel est le suivant. Fraîchement diplômé de l'université, notre héros, Jaime Reyes, rentre chez lui plein d'ambition. Mais il découvre que la situation a bien changé depuis son départ, et tandis qu'il cherche sa place dans le monde, le destin s'en mêle. Jamie se retrouve par hasard en possession du scarabée, donc The Beetle, une ancienne relique d'une biotechnologie extraterrestre. Dès lors que le scarabée choisit de faire de Jaime son hôte, le jeune homme se voit revêtu d'une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires et imprévisibles. Donc tout bascule alors que Jaime devient le super-héros Blue Beetle. Donc oui, on apprend à cette occasion que Beetle n'a rien à voir avec un groupe anglais. Alors oui, en fait c'est un très mauvais résumé. C'est un très mauvais résumé dans la mesure où il n'individualise absolument pas l'histoire, je trouve qu'il reste très général. Donc pour faire simple, Jaime est un jeune issu des classes populaires qui a fait des études effectivement, mais franchement c'est tellement secondaire dans le film. Que l'idée c'est que tout simplement il entre en contact avec un scarabée qui est une nouvelle technologie dont le but était d'être utilisé comme arme de guerre, et donc tout simplement les deux fusionnent et Jaime se transforme en une espèce d'arme super moderne et extrêmement dangereuse, même s'il doit encore apprendre à la contrôler et à se contrôler lui-même puisqu'ils sont en train de fusionner au fur et à mesure du film. Donc voilà pour ce mauvais résumé un petit peu amélioré et raccourci surtout. Alors donc oui, je disais que c'était un mauvais résumé donc parce que il disait beaucoup de choses et au final peu intéressantes, mais aussi parce qu'il manque peut-être 3 éléments essentiels à l'ADN du film, à son identité, à ce qui vraiment en fait un produit original. Ça va être déjà qu'Jaime est issu des classes populaires, qu'il est issu également d'une famille mexicaine et que dans l'entité famille mexicaine, les deux termes sont aussi importants l'un que l'autre. Famille qui va être omniprésente dans le film et mexicaine qui est aussi un des composants les plus essentiels de l'univers de ce nouveau film de super-héros. Alors on va déjà, avant de détailler tout ça, embrayer avec un avis d'ordre général. Donc mon ressenti juste après le visionnage, c'est que c'est un film sympa et sans plus, c'est-à-dire non mémorable. Je pense qu'il ne va pas marquer considérablement l'univers des super-héros et honnêtement je viens juste de le visionner et il ne m'a pas fait forte impression. Alors on va commencer par les points positifs pour nourrir le moral des troupes, et après on passera aux points plus négatifs. Alors pour ce qui concerne les points positifs, moi j'ai beaucoup apprécié les effets spéciaux. L'armure est stylée, même si c'est vrai que maintenant on a l'impression qu'il en faut toujours plus pour nous impressionner, en fait tellement on est habitué au visuel très impressionnant, très esthétique des films de super-héros. Ici j'ai rien à dire, je trouve que l'esthétique est très sympa. Les scènes d'action sont cool, tellement d'ailleurs que moi j'en voudrais plus. Généralement, quand je vais voir un film de super-héros, c'est vrai que j'aime quand il y a beaucoup d'action et un rythme très soutenu.
mais on va y revenir pour les aspects plus négatifs. Alors donc, comme je le disais, l'ensemble est sympa, on passe à un quand même bon moment, mais sans prise de tête. Et ça peut être bien, si on veut simplement du divertissement, mais quand un film a de l'ambition, généralement, il n'évite pas les prises de tête et il va un petit peu plus creuser. Et dans la même veine, les personnages sont sympathiques. Donc on a affaire à toute une famille mexicaine, donc installée aux États-Unis, mais d'origine mexicaine et très proche de ses racines. Donc très classiquement, les parents, l'oncle et les 2 enfants. Et c'est vrai que l'ensemble est très sympa parce qu'il y a une super ambiance entre eux et vraiment le film joue beaucoup sur l'aspect important de ces relations et c'est ça qui va donner de l'attachement, de l'amour et transmettre les bonnes vibes et vraiment le côté très sympathique et positif du film. Donc voilà. Et, autre aspect super positif dont j'ai déjà parlé, mais c'est vraiment, après cette affaire de goût, mais le côté mexicain que moi j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'effectivement, donc cette adaptation a la particularité de présenter le premier super-héros avec des origines latino tout simplement. Et c'est vrai que ça peut étonner puisqu'on est déjà en 2023, je ne m'en étais pas rendu compte personnellement, mais c'est vrai que il était temps, on a envie de dire, et l'atmosphère est très sympa, ça donne tout de suite une chaleur, de la musique, entendre parler en espagnol tout au long du film, etc., ça c'est hyper agréable. Et bon, même si... Bon, je vais l'aborder dès maintenant sans passer par les points négatifs, mais c'est vrai que ce qu'on peut regretter, c'est que c'est une vision finalement très stéréotypée de cette famille mexicaine installée aux États-Unis, et donc on peut le regretter un petit peu, on ne va avoir que des clichés, c'est-à-dire la famille catholique très soudée, etc. Tout ce qu'on peut attendre finalement d'un film mexicain, et qui correspond peut-être finalement plus à une vision nord-américaine, qui a une vision vraiment mexicaine de la famille, ou en tout cas de la représentation d'une famille mexicaine. Alors, pour tout ce qui est ce côté famille, il est vraiment omniprésent. On n'a pas affaire ici à un super-héros un peu solitaire ou un peu isolé comme on pouvait avoir avec ses questionnements, ses doutes et avec personne avec qui en discuter comme on a pu l'avoir dans les premiers Spider-Man par exemple, ou alors avec Batman, des super-héros très esselés, très solitaires. Ici, l'identité de Blue Beetle n'est clairement pas secrète. La famille assiste d'ailleurs à la transformation de leur fils, frère, etc. Donc c'est vraiment... un point en moins sur ses épaules, j'ai envie de dire, c'est une transformation qui est partagée par tout son clan et ce qui va grandement lui faciliter la tâche puisque cette transition en super-héros va être aidée par les gens à qui il tient le plus. Et ce n'est pas un super-héros non plus classique dans la mesure où le super-héros est là à sauver tout le monde. Et là, clairement, ils se sauvent tous les uns les autres selon les moments du film. Et ce n'est pas l'image de super-héros invincible qui va trucider des ennemis et sauver la population d'un danger mondial. Donc c'est vraiment focusé sur sauver sa famille, se soutenir les uns les autres puisqu'il est sauvé autant qu'il sauve les membres de sa famille. Donc voilà, c'est un super-héros un peu à part entière et non pas dans les cases classiques comme on peut avoir avec Superman ou encore pour revenir sur Spider-Man. C'est vraiment un super-héros un peu plus familial et beaucoup moins solitaire. C'est aussi l'oncle Sam qui prend finalement assez cher dans ce film, donc je sais pas si je le mets... Ce n'est ni un point positif ni un point négatif, ça dépend de l'angle selon lequel on regarde la chose. Moi je l'ai mis en neutre, c'est intéressant de voir cette vision mexicaine, puisque cette fois on ne présente pas un super-héros qui va sauver le monde, c'est-à-dire les États-Unis, et extrêmement ethnocentré. On est plus sur une vision globale, bon, éminemment sud-américaine ici, puisque les super-héros, lapsus révélateur, les personnages sont sud-américains, donc on voit issus du Mexique, enfin du Mexique, je sais que c'est l'Amérique centrale, mais aussi du Guatemala, c'est pour ça que je dis Amérique du Sud. Et il y a également la personnage féminine qui, donc, elle, vient du Brésil, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est vraiment concentré sur cette aire géographique très vaste, mais où on voit effectivement des actions et des agissements américains, nord-américains et plus particulièrement états-uniens, qui posent vraiment question, avec des références au fait que les Américains, états-uniens, pillent les ressources naturelles, exploitent les populations, les violentent, etc. dans leur pays, et des références donc à l'idée de devoir émigrer pour
pour avoir un avenir plus favorable pour soi et pour sa famille. Donc voilà, l'oncle Sam, contrairement à la plupart des films américains, ici prend relativement cher et est présenté de façon très négative, donc c'est intéressant puisque c'est un film hollywoodien, donc américain, et présenté ici avec un point de vue beaucoup plus soit de l'Amérique centrale, soit sud-américain, mais plutôt mexicain. Alors, on va passer aux points qui vont faire clairement chuter mon ratio de like, je pense, les points négatifs concernant ce film. Alors, personnellement, de toute façon, je ne fais qu'exprimer mon avis, vous le savez, c'est subjectif, et puis l'avis de chacun est différent. Donc, c'est pour ça que on a tous intérêt à aller voir ce film pour se faire notre propre avis. Alors, le scénario, pour moi, n'est pas incroyable. Mais tout simplement, ce serait mon premier commentaire négatif. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de cela avec les films de super-héros. Ils sont rarement incroyables, les scénarios ces derniers temps notamment. Et il y a beaucoup de moments où nous sommes amenés à suspendre vraiment notre esprit critique en se disant « Bon, eh bien, c'est le choix qui a été fait, ça n'a aucun sens. » Ce que j'entends par le scénario n'est pas incroyable. C'est notamment qu'il n'est pas forcément bien écrit, tout ne fait pas sens, tout n'est pas creusé. Cette arme, elle sert à quoi? Pour comment elle va être utilisée? C'est juste esquissé. On esquisse des réponses, mais on ne nous donne pas tout un développement derrière. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont finalement creusées. C'est pareil comme le personnage de la grande méchante interprétée par la génialissime, en tout cas en son temps, Suzanne Sarandon. Donc le charisme est là puisque c'est une très grande actrice, mais malheureusement son personnage est très peu exploité. Elle n'a que des répliques relativement creuses, très peu de temps à l'écran finalement pour une méchante. Vous savez, il y a souvent cet aspect un peu ironique et parodique où on voit la super méchante ou souvent le super méchant faire un grand discours un peu mélodramatique pour expliquer les raisons qui l'ont amené à être démoniaque ou à faire du mal, à choisir le camp du mal. Ici, on lui laissera même pas l'occasion de développer cette pensée à part à travers des répliques un peu bébêtes et infantiles du style « Vous ne m'avez pas laissé ma place », vous avez été sexiste dans la transmission de l'entreprise familiale puisque c'est mon frère qui en a hérité et pas moi. Du coup, je suis devenue méchante et je me retourne contre la famille, qui sont un petit peu légers et pas à la hauteur, je pense, de l'enjeu du film, qui est quand même hyper important puisqu'il s'agit de créer des armes, toute une armée d'espèces d'armures hyper modernes et d'armures qui peuvent donc faire remplacer une armée tout simplement et potentiellement détruire la planète, envahir des pays, etc. Donc c'est quand même un très gros enjeu et au final il n'est pas développé de façon très convaincante, ni convaincu j'ai envie de dire, tout au long du film, et c'est vraiment regrettable, puisque c'est ce qui aurait permis à ce film de se démarquer et vraiment de creuser, d'imposer son univers, etc. Donc, il y a aussi dans l'écriture du scénario, ce que j'entends, c'est aussi le fait que les personnages n'ont aucune crédibilité dans la mesure où ils vont prendre des décisions sans queue ni tête, qui n'ont pas vraiment de sens sur le coup. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, le super-héros Blue Beetle va se retrouver dans une situation très compromettante et sa famille va devoir voler à sa rescousse, littéralement. Et à ce moment-là, l'idée c'est de voler un véhicule volant et d'aller l'aider, même si pour ça aucun plan n'est pensé du tout, c'est un peu vraiment on verra une fois qu'on sera sur place. Ouais, c'est vraiment des raccourcis scénaristiques qui font que à partir du moment où le personnage fait des choses qui ne seraient pas envisageables dans la vraie vie, on se dit que bon, on veut bien suspendre notre crédulité pendant un temps, mais à un moment donné, si tout est comme ça, si tout n'est que raccourci scénaristique, ça va être compliqué de vraiment rentrer dans le film puisque on sait que tout va être manigancé, tout va être tordu pour rentrer dans un scénario classique et c'est un peu dommage puisque ça fait perdre en intensité et en intérêt qu'on pourrait porter à ce film. Donc voilà, ça c'est pour la superficialité finalement du scénario et des différentes péripéties qui pourraient être très intéressantes et très bien amenées mais qui ici sont amenées de façon plutôt artificielle et superficielle. Donc c'est les mêmes causes, c'est cette superficialité qui va faire que les personnages, eux aussi, eux non plus, plutôt ne sont pas assez fouillés. Donc par exemple, ce qu'on dit en tout cas dans la littérature généralement, aux auteurs, on leur recommande quand ils écrivent un livre
de bien fouiller la psychologie du personnage et en fait de le rendre le plus réel, le plus épais, le plus étoffé possible. Et pour ça, la petite astuce qu'on va donner souvent, c'est de dire, en fait, il faut que chaque personnage croit qu'il est le personnage principal et qu'il agisse de la sorte. C'est-à-dire que toi, évidemment, en tant qu'auteur, tu vas avoir ton protagoniste et qui est généralement plus fouillé et plus... sur lequel on a passé plus de temps à travailler la psychologie, etc. Et on a également tous les personnages secondaires qui vont graviter autour de ce personnage, et eux tous, dans leur tête, doivent être étoffés comme s'ils étaient des personnages principaux. Et là, malheureusement, ce n'est même pas que les personnages secondaires ne sont pas travaillés et le personnage principal l'est, c'est qu'aucun n'est réellement étoffé. Je m'explique. Ici, le personnage principal, il est assez flou. Qu'est-ce qu'on sait de lui véritablement? Qu'il a étudié le droit, mais quoi? Et dans quel but? Quels étaient ses rêves, etc. Donc non, vraiment, ça reste très très flou. On ne sait pas grand-chose de lui, et il n'y a pas grand-chose qui le distingue, lui, de tous les autres super-héros qu'on peut imaginer. Qui est-il vraiment à la fin du film, à part évidemment un bon gars, courageux, très proche de sa famille, etc. Des choses lisses et classiques et qu'on pourrait dire de beaucoup de gens. Ça pourrait être la chose qu'on dirait dans un avis de décès d'une personne qu'on n'a pas bien connue. Vraiment, qui est cette fausse personne créée à la fin du film? On ne peut pas apporter de réponse précise avec des détails qui l'individualiseraient vraiment. Et c'est exactement la même chose que je reprocherais à l'ensemble des autres personnages. C'est plus grave pour ce qui concerne le personnage principal, puisque évidemment c'est lui qu'on va attacher le plus, donc c'est normal. Mais il y a des tentatives d'écriture concernant deux autres personnages notamment. Je dis notamment puisqu'en fait, on pourrait dire ça de chacun des personnages, mais chez eux, il y a quelque chose de plus spécifique encore. Donc c'est la grand-mère qui est une grand-mère absolument basique, stéréotypée et qui ne parle peu ou s'exprime uniquement en espagnol de façon, oui, vraiment stéréotypée. Et dans les scènes d'action, elle va soudain se révéler comme une tireuse d'élite. C'est dans la bande-annonce, donc ce n'est pas un spoiler. Et on va mettre ça sur le dos de « Ah, c'est une révolutionnaire, il faut que je te parle de mon passé, etc. » sans jamais vraiment aborder le passé. Et encore une fois, en fait, c'est un ressort comique, puisque l'idée, c'est d'avoir le décalage entre la grand-mère, justement, toute mignonne, quasiment en tapisserie, tout au long du film, et qui soudain va se révéler, et on insiste vraiment sur l'image d'une grand-mère traditionnelle, qui va devenir une guerrière sanguinaire avec des armes à feu, etc. Alors c'est un ressort comique qui est assez éculé et épuisé puisque franchement c'est assez vu et revu comme procédé, mais pourquoi pas. Seulement là le problème c'est que c'est vraiment trop gros, on n'y croit pas une seconde, donc ça fait vraiment artificiel encore une fois. On pourra en parler pendant très longtemps, mais c'est la même idée avec par exemple l'oncle paranoïaque, mais à l'excès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de profondeur, il n'est que ça en fait, que paranoïaque, que dans l'action. Vraiment, comment on peut imaginer en fait que ce personnage va vraiment être considéré presque comme un loser, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire passer ses journées sur le canapé à ne rien faire, etc. Et qu'en fait, dans son garage, il bidouille des trucs qui vont lui permettre en fait... qui vont lui permettre de forcer l'entrée d'une entreprise ultra sécurisée et ultra moderne avec des moyens de détection dernier cri. Donc encore une fois, je veux bien suspendre ma crédulité, etc. Mais c'est tout simplement trop en fait, et il n'y a rien derrière puisqu'on voit que le personnage est trop stéréotypé à mon goût. Encore une fois, donc ça passe très bien ce genre de petits soucis quand en fait... on veut juste passer un bon moment et qu'on met un peu son cerveau sur pause et que voilà, on est là tout simplement de façon un peu passive. Mais dès qu'on essaye de creuser un petit peu le film ou que vraiment on est cinéphile et qu'on en a vu beaucoup des films et qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer avec d'autres, etc., bah forcément le film Blue Beetle paraît un petit peu fade. Et dans la même veine encore, il y a un certain manque de rythme, je trouve. Ce qu'on attend généralement, je suis obligée de parler d'attente puisque tu t'inscris dans la longue lignée des films de super-héros. Ce qu'on attend d'un film de super-héros, c'est généralement quand même de l'action, des méchants impressionnants, etc. Ici, les méchants, on en a déjà parlé, sont moyennement impressionnants, mais le manque de rythme est quand même assez frappant. Moi, ce que j'ai comme technique, c'est quand je regarde un film, souvent, j'aime bien me dire, cette scène-là, elle est comment ?
cette scène-là, elle est comment, vraiment découper le film en chaque scène et essayer de voir ce que j'ai ressenti sur chacune des scènes et comment je noterais chacune des scènes individuellement. Et clairement, y a certains films où tu dis, waouh, scène incroyable, scène super, scène top, etc. Et ici, les scènes sont toutes plutôt assez fades, assez académiques, assez scolaires et assez oubliables au final. Donc voilà. Encore une fois, le rythme pas excellent et les scènes s'enchaînent, mais il y a ouais, un certain manque d'efficacité quand même sur l'ensemble. Alors on pourrait aussi parler de la morale qui est un petit peu niaise de façon violente ou un petit peu acidulée pour être plus gentil. Que le méchant exprime le fait que ton amour pour ta famille te rend faible, je veux dire, je crois que c'est quelque chose qu'on a entendu dans une 50aine de films et qui ne peut plus passer de la même manière aujourd'hui. Le spectateur n'est pas vierge en fait, il a une culture cinématographique et tu ne peux plus lui servir, je pense, une morale aussi faible qu'est celle-là. Ce à quoi évidemment le super-héros va répondre, non au contraire, tu te trompes, c'est ma famille qui me rend fort, etc. C'est l'amour que je leur porte qui me rend fort. C'est trop facile en fait, vraiment encore une fois c'est trop superficiel, c'est mignon tout plein puisque c'est vraiment un film familial qui met en valeur de très belles valeurs justement, mais est-ce qu'on peut se contenter de ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu décevant. Donc voilà pour cette critique un petit peu chamée sur ce film qui n'a rien demandé à personne, mais vraiment je suis obligée de donner mon avis en fait, même si je sais que ça ne va pas faire plaisir, même si je sais que les gens vont être mécontents, tant pis. Quand j'aime, je le dis, quand j'aime moins, je le dis aussi. Donc Blue Beetle, pour passer un moment sans réfléchir, tranquillement, de pur divertissement, pourquoi pas? Bien sûr, ça reste un film sympa avec un gros budget derrière, avec des effets spéciaux réussis, avec voilà un arc narratif qui se tient, mais c'est quand même, le tout est assez grossier et manque de finesse et de travail, je pense. Manque de profondeur dans l'écriture, que ce soit scénaristique ou des personnages. Alors, maintenant, j'aimerais passer à un angle d'analyse un petit peu plus spécifique, puisque au final, il y a des thèmes dans ce film qui, moi, m'intéressent beaucoup. Tout d'abord, le Mexique. Je trouve qu'il y a des films comme Coco qui ont vraiment réussi à sublimer cet aspect, à vraiment rendre honneur à la culture mexicaine, et je regrette que ce ne soit pas mieux amené ici puisque c'était l'occasion. C'est dommage puisque le Mexique est effectivement représenté par les personnages, par la langue, etc. Mais je trouve que ça manque encore une fois de profondeur et que c'est une vision plutôt stéréotypée. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes également, comme dans le thème de la pauvreté, donc les immigrés pauvres qui arrivent aux États-Unis et qui contemplent la richesse depuis leur petit quartier délabré et qui ont face à eux des immenses buildings et toute l'exagération richissime de l'architecture nord-américaine qu'on connaît bien avec ses gratte-ciel, ses lumières vives. Et ça, c'était un plan intéressant, je trouvais, que de mettre justement la richesse, l'extrême richesse et l'extrême pauvreté sur un même plan de caméra. C'était une idée sympa. J'aime aussi beaucoup le thème de trouver sa place, qu'on voit souvent dans les films de super-héros, puisque c'est un travail sur l'identité, évidemment. On devient un super-héros, donc là on transitionne encore vers une nouvelle identité, encore plus difficile à porter. Et là vraiment l'idée c'est qu'on a un jeune de 22 ans qui est immigré, qui a fait des études pour s'en sortir dans la vie, de droit en plus, donc éminemment prestigieuse aux États-Unis. Et malheureusement on n'en sait pas plus sur peut-être son parcours sur l'université, pourquoi il se retrouve à nettoyer des chewing-gums sur des tables ou ce genre de choses qui semble quand même improbable avec un diplôme en droit aux États-Unis. Donc est-ce qu'il est allé dans une mauvaise université? Je ne sais pas. Bref, c'est toutes ces questions que j'aurais aimé pouvoir résoudre finalement dans mon esprit, et là ce n'est pas possible puisqu'on n'a pas assez de contexte. En fait, on ne crée pas un univers tout entier avec Blue Beetle, on crée simplement en fait des ombres de personnages et pas des vrais personnages qu'on pourrait limite toucher tant ils sont de chair et d'os. Ils restent vraiment en deux dimensions, je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup ce questionnement, trouver sa place, la construction de l'identité à un âge jeune. Et là en fait sa place finalement, comme son père très symboliquement c'est lui qui va lui dire c'est bon tu l'as trouvée, elle est là.
Et finalement, sa place, elle lui tombe dessus. C'est tout simplement son incarnation en tant que super-héros. Et on sait qu'il est choisi par le scarabée, puisqu'il y a une espèce de fusion. Et pour qu'elle s'opère, il faut que la créature magique, donc le scarabée, choisisse son humain. Et qu'elle ne prend pas le premier venu. Donc c'est lui qui a été choisi. Pourquoi lui en particulier? Est-ce qu'on n'aurait pas pu inventer un background derrière expliquant cela? Enfin, vraiment, voilà, j'ai en fait un certain nombre de frustrations concernant ce film. Mais voilà. Ensuite, il y a l'idée qui va avec la recherche de l'identité, de trouver sa place. C'est aussi de devenir un homme métaphoriquement, puisque c'est déjà un homme à 22 ans. Et on voit avec la figure du père qui est centrale et qui va être amené quelque part à remplacer. Donc c'est encore une fois, c'était un aspect intéressant du film, mais que j'aurais aimé voir davantage mis en relief. Et donc voilà, il y a un certain nombre d'invraisemblances aussi qui me perturbent, comme par exemple le fait qu'il devienne un super-héros avec un pouvoir absolument unique qui pourrait apporter un bénéfice incroyable à un certain nombre de personnes et qu'il reste visiblement très pauvre jusqu'à... Voilà, qu'il reste pauvre en tout cas à la fin du film. Donc beaucoup d'invraisemblances et beaucoup de... une certaine déception concernant ce film, ouais, finalement. Parce que je pense qu'il avait un très gros potentiel et c'est un petit peu dommage de voir que ça n'a pas été vraiment exploité à fond. Donc en tout cas, voilà mon analyse concernant Blue Beetle qui, je sais, va faire un certain nombre de déçus. On peut maintenant s'interroger sur la performance qu'il va connaître au box-office. Donc on rappelle qu'il avait un budget assez conséquent. C'est rare maintenant, j'ai envie de dire, de voir un film de super-héros avec un budget en dessous des 100 millions de dollars. Donc Blue Beetle ne fait pas exception à la règle. On se retrouve avec un budget de 120 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'il va devoir quand même performer au box-office alors qu'il y a encore des géants comme Barbie ou Oppenheimer en lice et potentiellement des nouveaux intrus comme Gran Turismo qui pourraient être susceptibles d'attirer davantage de spectateurs. Donc voilà, ça va être très intéressant de suivre la performance de Blue Beetle. Quant à moi, j'espère que vous avez quand même apprécié ce podcast qui a été vraiment très honnête et qui peut décevoir ceux qui ont apprécié le film, je le conçois, mais je ne peux pas mentir en fait. Pour moi, le but de ce podcast est d'être la plus transparente possible. Et j'ai essayé d'argumenter comme je le pouvais. Et voilà, en attendant, j'espère quand même que on pourra discuter des points positifs comme des points négatifs. Et ben en attendant, je vous dis très prochainement pour un prochain podcast sur un autre film.